Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui et surtout de partager avec vous une passion que j'ai, celle de la santé et de la sécurité au travail chez les pompiers. Je me souviens par ailleurs d'une des premières présentations que j'ai faites en Seine-et-Marne en 2001-2002 où je m'étais permis de jouer avec certains mots qui sont SP pour sauver ou périr, sapeur-pompier, et j'avais changé ça pour sécurité et prévention. Ça avait choqué. On est 15-16 ans en arrière. Je crois qu'on a su tous ensemble, dans le milieu de l'incendie à travers le monde, évoluer et chercher à améliorer nos conditions de travail qui fait en sorte qu'on puisse profiter pleinement de notre retraite, quoi. Alors, en ce sens, on a fait le sujet qui est un sujet de l'heure, tant chez vous, il l'est tout autant, et sinon peut-être plus depuis 2, 3, 4 ans. Ça fait déjà 8 ans que j'aborde le sujet de la prévention des cancers chez les pompiers. Ça fait 8 ans qu'on me traite de taré chez moi. Aujourd'hui, avec de plus en plus l'accès à la documentation, aux études scientifiques, aux démonstrations scientifiques qui sont faites quant à la véracité des cancers chez les pompiers, le sujet est relativement inquiétant et il est grandement temps qu'on en prenne en compte. Je peux comprendre la sensibilité du sujet dans les États. Entre autres, si on prend par exemple la France, je peux comprendre la sensibilité par rapport à la recherche du responsable et de tenter de pointer du doigt qui en est la cause et qui assumera, probablement, assumera les frais. Tant et si longtemps qu'on s'attarde à ce point, je crois qu'on s'évite de mettre en place des moyens qui sauront faire en sorte d'améliorer notre sort dans le futur. Et je me permets de mettre de côté ce volet de responsabilité par rapport à la cause du passé. Maintenant que nous le savons, que pouvons-nous faire ensemble aujourd'hui pour faire en sorte que notre avenir soit meilleur? Le Québec est en fait à ses premiers balbutiements aussi de mise en place des moyens pour prévenir le cancer. Quoi qu'il en soit et qu'on ait accès à ces informations depuis quelques années, ce n'est qu'encore que tout récemment où on met en place des moyens. Je vous citerai exemple, ce n'est que l'an dernier que le Québec s'est permis de procéder à la rédaction du guide des bonnes pratiques sur l'entretien des EPI pour aider les services d'incendie à savoir comment, à connaître comment prendre soin de ces EPI pour réduire, entre autres, les effets de désorption des contaminants qui peuvent être emprisonnés dans les tissus de nos tenues de feu. Et pourquoi la Commission des normes de l'équité et de la santé et sécurité au travail, qui est l'organisme gouvernemental de la gestion de la santé et sécurité au travail au Québec, s'est permis la publication de ce guide, c'est qu'en contrepartie, elle a su reconnaître de façon administrative la prévalence de 7 cancers chez les pompiers. Je vous les montrerai. Alors, de ce fait, si l'organisme gouvernemental reconnaît d'un côté la prévalence de certains cancers chez les pompiers et elle met en place les moyens pour pouvoir aider la réparation de ces cancers par des soins de santé ou par un soutien financier des soins de santé, en contrepartie, il faut mettre en place des mesures de prévention. Et parmi ces mesures de prévention, ce guide en est une des premières étapes, sera publié et annoncé le week-end prochain au Québec, la publication d'un guide semblable sur la protection respiratoire. Dans les deux cas, j'ai eu la chance de pouvoir participer à la recherche et à la rédaction des documents et la validation des documents, ce qui, en fait, m'amène à avoir la chance de bien connaître le sujet. Je me permets peut-être de me présenter. Richard Amnott, je suis directeur adjoint du service d'incendie de la ville de Lévis. Il faut comprendre qu'au Québec, la notion de la départementalisation n'existe pas comme chez vous. Les services d'incendie demeurent encore passablement communaux. Ils sont sous la responsabilité et l'égide de la mairie. Chaque service d'incendie a sa propre structure, répond à ses propres besoins en fonction de sa propre réalité. Ce n'est que depuis 2000 pour lesquels on a des schémas d'analyse et de couverture de risque qui sont à l'image des SDARC en France et pour lesquels on souhaite éventuellement un regroupement, une mutualisation des services d'incendie pour en créer des plus grandes organisations et en réduire le nombre. À ce jour, on a près de 1000 services d'incendie au Québec. Nous pourrions facilement composer avec beaucoup moins de services d'incendie, mutualiser ces ressources et de faire en sorte d'assurer une meilleure protection à travers le territoire.
Si dans votre histoire, vous avez des soucis de recrutement, entre autres chez les volontaires, nous avons aussi la même préoccupation. Nous avons des préoccupations quant à la dénatalisation et l'exode des régions, qui fait en sorte que les populations des petites communes en régions plus éloignées des grands centres éprouvent de sérieuses difficultés de recrutement et donc de capacité de pouvoir maintenir et soutenir un service d'incendie qui se tienne pour assurer la protection des populations qui sont, dans ces cas-là, grandement vieillissantes. Alors, Lévis, c'est une commune de 444 km². Nous protégeons 150 000 habitants et nous avons 6 centres de secours. Nous sommes 120 sapeurs-pompiers professionnels, soit 30 par garde, répartis dans les 6 casernes. Alors, contrairement à l'organisation des SDIS, auxquels vos centres de secours ont un grand nombre de personnel par centre de secours, les nôtres travaillent beaucoup plus à répartir les centres de secours sur le territoire pour assurer une réponse plus rapide, dans un délai beaucoup plus court. Nous sommes normés, entre autres, par le temps réponse, et ce qui fait en sorte que nos centres de secours sont plus petits, avec des effectifs plus réduits, mais dont le temps réponse sera plus rapide pour tenter de circonscrire l'incendie, ou du moins contenir l'incendie à l'intérieur de la pièce d'origine. Sachant que tous nos bâtiments résidentiels de petite envergure, un pavillon, pour nous, c'est construit que de bois. Alors, dès le moment où le feu entre à l'intérieur de la structure, c'est déjà très compliqué pour nous d'intervenir. Donc, on tente à travailler rapidement, à le tenir dans la zone, à l'intérieur de la pièce. Alors, sinon, Lévis se situe où par rapport au Québec? C'est la 7e plus grosse ville au Québec. Québec est une population, la province de Québec a une population de près de 8-9 millions de population. La plus grande ville, la plus grande agglomération est en Montréal, à plus d'1 million quelques 100 000 habitants. Et par la suite, c'est Québec et d'autres villes, et nous sommes la 7e plus grosse. Je m'intéresse au sujet de la santé et sécurité au travail depuis nombre d'années. Et au Québec, en fait, quand on parle de prévention des cancers, souvent, c'est mon nom qui surgit. Et on m'appelle à livrer conférences, discours, présentations sur le sujet. Donc, il y a déjà 1 an, la première présentation que j'ai faite sur le sujet a été en juin dernier à Paris, lors du salon Préventica. J'avais été invité à me joindre à une équipe de présentateurs internationaux et présenter le volet du Québec. Et de cette occasion, quelques autres occasions se sont présentées, dont récemment, je me suis rendu à Namur, en Belgique, et j'ai fait récemment une autre journée de formation qui a eu lieu à Ardeuil, mais la journée thématique organisée par la revue Soldats du Feu. Alors, demain, je serai de Idéal Connaissance à livrer une communication à l'intérieur d'une journée thématique sur la prévention des cancers, l'entretien des tenues de feu. Alors, je serai un des interlocuteurs durant cette journée. Et ayant aujourd'hui d'ouvert à mon agenda, alors j'ai répondu très favorable à votre invitation d'être parmi vous et d'adapter une présentation, un peu de contenu de ce que je vais livrer demain, mais aussi un peu une mise en contexte, donc une présentation qui date un peu du passé. Alors donc, allons-y pour la première. En fait, il serait vraiment, je ne peux pas croire que quelqu'un ne sache pas que le cancer est une préoccupation chez les pompiers. Depuis plusieurs mois, voire quelques années maintenant, nombre d'articles, de revues de presse, de sujets, d'études scientifiques ont été publiés et mettant en évidence la prévalence des cancers chez les pompiers. Donc on ne peut plus se cacher du sujet. On ne peut plus nécessairement se cacher du sujet. On doit forcément se mettre tous ensemble pour essayer à trouver des solutions. Donc, la période auquel la prochaine autruche, la tête dans le sable, l'autruche, elle va revenir à la fin. Alors donc, on doit faire en sorte que les états-majors, les pompiers, les écoles de formation, tant les organisations gouvernementaux, les services de santé, on doit, de façon collégiale, se mettre ensemble à trouver des solutions qui soient adaptées à notre réalité. Ce que je vais vous présenter est la réalité de chez nous et les moyens que nous préconisons chez nous. De cela, vous pourrez choisir ce qui convient et peut-être formuler la solution qui répondra à votre réalité dans votre milieu. Soit l'humain est l'humain. Toujours, je n'ai pas répondu à la question. Est-ce que les fumées du Québec et les fumées d'incendie de la France sont différents?
Je ne sais pas. Je ne les ai pas analysés. Mais fort probablement qu'il y a des similitudes. Alors, de ce fait, si un risque est présent chez nous et les moyens que nous préconisons pour s'en prémunir, ou du moins en réduire l'occurrence d'exposition, puissent être valables, je me permets de croire qu'elles puissent être tout autant valables chez vous. Donc, petite mise en contexte, le cancer est probablement la menace la plus sévère chez les pompiers. Depuis nombre d'années, je vais montrer un tableau statistique par la suite, on a toujours tenu en compte comme problème de santé premier, la cause des décès chez les pompiers, la défaillance cardiaque. Alors, du moins, c'est le cas en Amérique. D'année en année, quand on considère un pompier qui meurt en devoir ou en service commandé, c'est tout décès qui est à l'intérieur d'un laps de temps de 24 heures suivant une intervention ou suivant la fin de sa garde. Dans ce laps de temps-là, en moyenne, ces 50% des décès sont associés à la défaillance cardiaque. Toutefois, le cancer, c'est un décès dans le silence. C'est pourtant mort au combat. Mort au combat, mais pas à l'intérieur des 24 heures qui suivent la dernière garde. Éventuellement, le pompier malade devra quitter le service, être en soins de santé, en retrait, et ne fera pas partie de cette statistique. Et donc, il a été jusqu'à tout récemment très difficile de quantifier ce que ça pouvait représenter comme poids dans le nombre de pompiers qui meurent des suites de la profession, du travail de sapeur-pompier. Ce que l'on sait, on a 9% plus de chances de développer un cancer que la population générale. On se dit, bon, 9%, c'est quoi de plus? Ça vaut la peine d'y penser, d'y attarder? Mais quand même, c'est 9%, c'est trop. Mais ce qui est aussi peut-être un peu plus choquant, plus révélateur, c'est que dans 14% de chances de plus d'en mourir que la population générale. Ce qui nous laisse croire que la sévérité du cancer développé, ou du moins le stade à laquelle il est au moment où on réussit à en prendre en charge, par les soins de santé, font en sorte qu'il est difficile à pouvoir combattre, à neutraliser, de soigner, et de ramener la personne à pouvoir continuer à vivre sa vie de façon relativement normale. Or, de ce fait, 9% plus de chances d'en avoir un, et si on l'a, on a 14% de chances de plus d'en mourir que la population générale. Et pourquoi? Probablement parce qu'on est exposé à des situations, des substances, des produits, des contaminants, qui viennent modifier notre structure génétique autrement, et qui fait en sorte qu'elle nous affecte de manière à ce que, probablement, les mécanismes que l'on utilise pour tenter de soigner nos cancers ne réussissent pas à pouvoir neutraliser. Et faisant en sorte que le cancer, il continue à se développer, à évoluer, et on ne réussit pas à prendre le contrôle dessus. Selon l'IAFF, c'est le plus gros syndicat de pompiers en Amérique. Il regroupe au moins 250 à 300 000 pompiers nord-américains. Et ils se sont permis une recherche à l'interne pour mesurer en 2015-2016 le nombre de pompiers ou connaître le nombre de pompiers qui sont morts des suites d'un cancer. Et ça représente 61% des pompiers qui sont morts durant ces années-là sont décédés d'un cancer. Comme je dis, ils ne font pas partie de la statistique des pompiers morts en devoir parce que le décès n'est pas survenu dans les 24 heures qui suivent la dernière intervention. Autre donnée statistique qui m'a réellement éveillé. L'âge moyen d'un pompier professionnel, la survie, l'âge de vie, 64 ans. Quand on sait qu'un pompier chez nous normalement, un pompier professionnel peut prendre sa retraite à 58, 59 ans, savoir qu'on peut mourir qu'à 64 ans, fait en sorte que seulement ça devrait nous éveiller à une problématique assez importante et de vouloir prendre en charge notre situation pour réussir à profiter pleinement de notre retraite. Alors, il y a forcément des moyens qu'on peut mettre en place pour réussir à se protéger, se prémunir, et c'est ce qu'on verra. Prochaine. Donc, je vous disais au niveau statistique, et dans les moyennes, sans tenir compte des cancers, de la dernière année, c'est 56% des pompiers américains morts en devoir sont des suites d'une crise cardiaque. Et lorsqu'on tient compte des cancers, prochaine, on voit que 61% des pompiers morts en devoir sont liés à un cancer et que la notion des attaques cardiaques n'occupe que 22% à ce moment-là. Alors nécessairement, on a à être éveillé de ces données statistiques. Donc,
On a à évoluer notre connaissance par rapport à la fumée. Oui, les fumées d'antan et les fumées d'aujourd'hui sont différentes. Pourquoi? Les substances, les produits, les matériaux, les meubles qui occupent nos espaces sont différents du passé. Alors que du temps qu'on avait généralement bois, papier, carton, des matériaux qui étaient de nature plus naturelle, aujourd'hui on trouve une grande quantité de substances synthétiques qui sont généralement à base d'hydrocarbures. Les hydrocarbures, on les sait être entre autres chargés hautement en carbone, en hydrogène. Ils sont mis sous une autre forme pour créer et fabriquer des plastiques, par exemple. Lorsqu'ils sont chauffés, se détériorent. Cette détérioration libère les molécules, crée une nouvelle association moléculaire et crée de nouvelles substances qui, elles, pour autant, lorsqu'elles sont absorbées par l'être humain, viennent se coller à l'intérieur de notre système et provoquer des mutations génétiques qui fassent en sorte qu'on puisse, au travers des années, générer une bioaccumulation de ces substances et qui viendra nécessairement affecter notre fonctionnement. Et de là pourra nécessairement s'en générer des cancers. Dans ces substances cancérogènes et toxiques, c'est comparable à ce qu'on aurait dans un laboratoire scientifique. Certains d'entre vous ont déjà travaillé dans un laboratoire scientifique? Oui, non? Vous imaginez les mesures d'hygiène et de contrôle qui existent? Est-ce qu'on entre et on sort d'un laboratoire comme on veut? Il y a des mesures de contrôle de santé et de sécurité avant d'entrer. On va travailler souvent sous haute à pression négative, aspiration, machin. On a des gants, vestes, machin. Est-ce qu'on revient chez soi avec nos vêtements de laboratoire? On doit les laisser au laboratoire. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on travaille avec des substances dangereuses. Et ces mêmes substances qu'on peut contenir et trouver à l'intérieur d'un laboratoire, on les retrouve dans les fumées d'incendie. Que ce soit des produits chlorés, halogénés, que ce soit des sous-produits d'hydrocarbures comme du benzène, de l'acétone, toluène, qu'on retrouve de l'ammoniac, du chlore, cyanure d'hydrogène que l'on retrouve aussi en grande quantité dans les fumées, on ne s'en préoccupe pas forcément. Je disais, dans les premières années, mets pas ton aérie, mets ta, comment vous l'appelez, cravate? Mets ta cravate. Elle filtrera la fumée. Peut-être la fumée du passé. Mais la fumée d'aujourd'hui, chose certaine, ça ne fera pas le travail. La protection des voies respiratoires, l'utilisation d'un aérie, c'est une absolue nécessité. Il n'y a aucune question à se poser. Du début à la fin, et cette fin, elle inclut forcément le déblai. Et elle peut même inclure la recherche des causes et circonstances d'incendie. À la suite, parce qu'on vit, on travaillera à ce moment-là dans notre atmosphère, qu'il y a encore la présence de contaminants libres dans l'air, et non seulement libres dans l'air, mais on va vouloir les libérer en faisant la recherche de la cause de l'incendie. Nécessairement, on va les brasser. Je me souviens de ce temps auquel on faisait une recherche de cause et circonstances, prenait une petite poignée, on cherchait à savoir est-ce que ça sent les hydrocarbures, au point tel peut-être est-ce que ça y goûte finalement. Et on ne se souciait pas des risques potentiels. Alors on a nécessairement évolué quand on comprend et on prend conscience de la contenance de la fumée. Les pourcentages en matière de danger immédiat pour la vie et la santé, DIVS. Les pourcentages, en fait les ppm plutôt, parties par million, sont très faibles. Gaz phosgène, on est à 2 ppm. Et le gaz phosgène, on en trouve à l'intérieur des fumées. Nombre des produits qui sont là, les quantités sont celles, les limites acceptables en milieu de travail pour une période de travail de 8 heures. Et lorsqu'on est au feu, exposé dans nos fumées d'incendie, on se retrouve avec une contenance de ces produits-là largement plus grande. Je vous parlerai sous peu d'une étude qui a été faite en Ontario et de la quantité de benzène qu'on retrouve dans le sang et dans les urines des pompiers avant, après un incendie et quelques jours à la suite d'un incendie. Les produits, on peut les classer différemment. Asphyxiants toxiques, irritants et corrosifs et autres que risques cancérogènes. On retrouve une grande famille de produits déjà que l'on connaît et contenus dans les fumées. Et la suivante, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, catégorise les substances cancérogènes
en différents niveaux. Et le niveau, en fait, catégorie 1, risque avéré, risque probable en 2A et risque possible en 2B. Je me suis permis d'identifier rapidement certaines substances que l'on sait connaître et trouver largement à l'intérieur des fumées, ne serait-ce que la suie, benzène, formaldéhyde, les dioxydes, chlorure de vinyle, créosote, fumée de bois et les 11 HAP différents. Ils sont tous dans les catégories les plus élevées de risques cancérogènes. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui l'a évalué, qui l'a mesuré. Même que tout récemment, je ne sais pas exactement de l'année, mais le métier de pompier est reconnu cancérogène. Alors déjà, en partant, on est mal foutu. Donc les effets toxiques sont multipliés par diverses sources, dont entre autres les produits de combustion incomplète, la présence riche d'HAP, donc les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont contenus à l'intérieur des fumées, l'effet d'adsorption des contaminants. Je me permets la définition de 3 mots. L'absorption, l'adsorption et la désorption. L'absorption, c'est lorsqu'on inspire, on ingère, donc on va absorber la substance. L'adsorption, elle vient s'ajouter, s'additionner. Les suies des incendies, en fait la suie en suspension, permet de pouvoir agglomérer d'autres substances sur sa surface. La suie se dépose sur la surface de mon vêtement. Non seulement j'ai la suie comme telle, mais sur cette suie, je retrouve d'autres produits. Éventuellement, dépendant de la température, de la pression atmosphérique, de l'air dans lequel je me retrouve, les mouvements et les courants d'air, je vais favoriser la désorption. Je vais permettre à ces substances de pouvoir se déloger, se dégager, et puis devenir à nouveau disponibles, libres dans l'air. Donc, j'entre à l'intérieur d'un bâtiment, par exemple sans protection respiratoire, j'absorbe des contaminants. J'absorbe des contaminants plutôt sur la surface de mes vêtements. Je ressors de l'environnement contaminé. Je ne suis pas forcément à l'extérieur d'une zone à risque parce que les contaminants suivent avec moi. Et éventuellement, ils vont se désorber. Et de ce fait, je vais les respirer à nouveau 15, 20, 30, 1 heure, 2 heures plus tard. Ils seront toujours présents et accessibles pour pouvoir être inspirés, ingérés et continuer l'exposition au risque. Donc, la désorption, elle se fait à retardement et elle poursuit dans le temps, forcément, le contact avec ces substances. Sinon, je vais perdre la voix. Je ne l'aurai plus pour demain. Ouais. C'est bon, c'est bon. Et là, c'est ça, on pensait les fumées de diesel. Oh, bon, OK, on continue. D'autres éléments à tenir en compte, c'est les effets neurotoxiques. Alors, entre autres, les fumées d'incendie contiennent une grande quantité de cyanure d'hydrogène, d'HCN. J'ai participé, entre autres, à une formation d'une équipe américaine qui parle du danger combiné du cyanure d'hydrogène et du CO, de l'oxyde de carbone contenu dans les fumées. Et le cyanure d'hydrogène, on sait, entre autres, c'est un neurotoxique de guerre. Et toute déformation, toute décomposition de plastique dégage du HCN. Alors, si vous avez une cellule de détection HCN, prenez simplement un couvercle plastique, chauffez la surface. Avant même d'avoir atteint la décoloration, vous allez déclencher l'alarme de votre détecteur d'HCN. Alors, l'HCN vient s'accumuler, voyage dans le sang et vient neutraliser notre système fonctionnel et, à de très faibles doses, aura un effet sur nous. Donc, encore là, au-delà des HAP, au-delà des risques cancérogènes, dans la contenance de la fumée, on retrouve d'autres types de risques. Allons-y. D'autres menaces qui est tout autant inquiétantes et pour lesquelles on est dans les premiers instants de la connaissance, toute la notion des nanoparticules. Composante qui mesure moins de 1 micron et qui peut être dégagée de toute substance qui se décompose. Peut-être actuellement, on absorbe des nanoparticules
de quelque chose, on ne le sait pas. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut penser, entre autres, de l'utilisation et de la transformation des carbones pour donner de la solidité et de la rigidité, entre autres, aux matières plastiques, et qui, lorsqu'on transforme cette matière plastique, les nanoparticules qui s'en dégagent, est-ce qu'on réussit à les bloquer avec nos tenues de feu? Est-ce qu'elles sont bloquées par la peau? Est-ce qu'elles sont bloquées de façon efficace par nos protections respiratoires? L'histoire nous le dira, mais ça demeure un élément préoccupant, suffisamment qu'entre autres, les feux de véhicules routiers, on les combat maintenant à portée de jet. Et nous n'intervenons plus à l'intérieur du véhicule pour éviter d'être en contact physique avec la fumée d'incendie qui se dégage des véhicules, par exemple, sachant qu'il y a une forte quantité de substances qui contiennent des nanoparticules. Donc, on a à se préoccuper de cette réalité, et ce n'est que dans l'histoire, l'histoire future, qu'on saura mesurer les conséquences. Donc, certains constats de recherche. Vas-y. Donc, plusieurs études ont déjà débuté. Je vous parlais il y a déjà un certain temps que l'on se préoccupe du sujet. 2006, 2015, 2014 sont les premières années auxquelles on fait des études, et on tend à prendre conscience du fait qu'il y a une prévalence des cancers chez les pompiers. En fait, toutes ces études concluent à la même situation, au même constat. Le risque de cancer sont prépondérants chez les pompiers, et les chances varient, entre autres, selon la fonction, l'usage des EPI, et la durée et le nombre d'expositions. Nécessairement, il faut mettre en compte tous ces facteurs pour essayer à mesurer de façon efficace. Le poison, c'est la dose. Alors oui, je peux être exposé une seule fois à une grande dose et être largement contaminé, comme plusieurs fois à petite dose, et j'aurai un effet potentiellement similaire. Forcément, j'utilise ou je n'utilise pas, ou j'utilise de façon sporadique mes protections, mes EPI, nécessairement, le résultat pourra être variable. Néanmoins, tout ça mis en cause nous amène toujours à la même conclusion. Les risques sont plus prévalents chez les pompiers que la population générale. L'une des plus grosses études qui s'est menée aux États-Unis et qui a amené, entre autres, à la livraison de plusieurs rapports d'études, et ça se poursuit, entre autres, c'est une étude de 2010, pour laquelle ils ont tenu en compte 30 000 pompiers des villes de San Francisco, Chicago et de Philadelphie. Et ils ont étudié les dossiers médicaux des pompiers du passé et actuel pour en arriver à déterminer, entre autres, les données statistiques que je vous disais et le tableau de prévalence de certains cancers que je vais vous parler. Donc, les résultats, les pompiers ont été en plus grand nombre à combattre un cancer que la population générale. Les types de cancers principaux répertoriés dans cette étude, cancers de nature digestif, oral, respiratoire et urinaire. Et le taux était 2 fois plus élevé, entre autres, de mésothéliome malin que la population en général. Donc, et plus on développe dans cette recherche d'informations-là, plus de détails tend à nous permettre de mieux comprendre la situation. De cette étude, voici un peu une représentation des chances plus élevées que la population générale de certains types de cancers, dont entre autres chez l'homme, 2 fois plus de chances de développer un cancer des testicules que la population générale. C'est plutôt préoccupant. Et entre autres, les autres types de cancers, on passe de 14 % de chances de plus à 53 % de chances de plus, simplement basé sur l'étude des 30 000 dossiers. Donc, s'ils allaient à élargir encore plus leur étude, peut-être que les données seraient variables à la hausse ou à la baisse, mais on serait toujours dans des proportions quand même relativement importantes. L'étude la plus récente on a pris connaissance, octobre 2017, a été la rédaction du rapport et qui a été publié tôt en 2018, qui a été fait avec les pompiers de Ottawa. Donc, l'Université d'Ottawa a suivi 27 pompiers et 16 employés administratifs pour tenter d'avoir un bassin de comparaison entre ceux qui sont exposés et qui vivent dans la même ville et ceux qui ne sont pas exposés et qui vivent dans la même ville. Chacune de ces personnes-là devait, en début de garde ou de corps de travail, devoir déposer un échantillon d'urine et faire la même chose post-journée de travail. Et les conclusions sont les suivantes. Donc, l'analyse urinaire et cutanée avant et après début de combat. Et le constat, présence de 3 à 5 fois plus de HAP, dont entre autres particulièrement du benzène, dans l'urine qu'avant un combat d'incendie pour les pompiers. L'usage des EPI complets, incluant l'ARI, était de base inclus. Donc, la préoccupation était comment les pompiers ont-ils pu absorber ces contaminants pour constater que la peau
et le port d'entrée de ces contaminants dans le corps. Alors, le port d'entrée suspecté était l'absorption cutanée, et ils ont fait cette mesure-là, dont entre autres la principale région visée est le cou et la mâchoire. Que l'on sait, sous l'effet de la chaleur, les pores de peau tendent à se détendre et favoriser l'absorption de contaminants. Alors, l'augmentation de 5 degrés Fahrenheit ou 2,2 degrés Celsius, les pores de peau s'ouvrent et permettent, en fait, la perméabilité augmente de 4 fois. Alors donc, c'est une région pour laquelle les moyens de protection actuels sont relativement peu fiables, si on peut ainsi dire. Donc, on connaît nos tenues de feu et de leur composition et la membrane bloquante qui est à l'intérieur de nos vêtements, de nos gants, de nos bottes, fait en sorte qu'on réussit à pouvoir stopper la plupart des particules, à pouvoir atteindre la surface de la peau. Toutefois, la cagoule, dans son format actuel et dans sa composition actuelle, c'est une protection thermique. Elle n'a pas de membrane à l'intérieur qui nous permet de pouvoir bloquer le passage potentiel de substances. Et donc, les substances réussissent à atteindre la région du cou. Il y a des solutions qui sont présentement en cours de développement et des essais semblent être concluants. Je vais en parler un peu plus tard. Sinon, il y a des moyens qui sont tout autant simples que vous pouvez mettre en place tout en utilisant les cagoules actuelles. Et aussi, je vais vous parler de la contrepartie de l'amélioration des types de cagoules, parce qu'en fait, ça peut avoir d'autres effets néfastes sur la santé. Donc, ce rapport d'étude est disponible et nous permet de mieux comprendre le fait que, en fait, ça nous permet de mieux comprendre le fait que les contaminants, ils entrent par la peau à l'intérieur du corps. D'autres sources de fumée, les émanations d'échappement de moteurs diesel. Je crois que c'est déjà un enjeu dans l'ensemble de la France. Et je me permets de comprendre, dans certaines lectures que j'ai faites, on reconsidère l'utilisation du diesel tel qu'il est. Des agents retardateurs de flammes qui ont été largement utilisés. Je ne sais pas si c'était le cas en France, mais ça a été le cas en Amérique de façon très spontanée. Tous les ameublements rembourrés, on devait utiliser un agent retardateur de flammes qui devait supposément faire en sorte qu'on retarde la progression de l'incendie, toutefois au détriment des pompiers. Et ce, en passant, c'est le service d'incendie de San Francisco qui a mené une très large bataille dans les données statistiques au niveau des cancers. Les pompières de San Francisco ont un taux de cancer 5 fois plus élevé que la population générale. Et le taux de cancer chez les enfants de ces pompières, 3 fois plus élevé que la population générale. Parce que les femmes pompières qui allaitaient leur enfant transféraient chez l'enfant nécessairement des gènes cancéreux dans l'allaitement. Alors, dans la recherche qu'ils ont fait à San Francisco, ils ont pointé du doigt, entre autres, les agents retardateurs de flammes qui était une obligation en Californie. Et il y a eu une grande bataille qui a été récemment gagnée et qui fait en sorte que maintenant, il n'y a plus d'obligation d'avoir de retardateurs de flammes. Et là, je vais arrêter l'histoire là, je pourrais vous en parler pendant un certain temps parce qu'il y a toute une histoire sous-jacente de grandes compagnies comme, je dirais, Monsanto, par exemple, qui finançaient le projet en dessous de ça. Bon. D'autres produits chimiques industriels et des substances radioactives sont tout autant des éléments auxquels nous pouvons être exposés dans la nature du travail de pompier. Récent sondage, sondage blog